Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour Sylvain. Bonjour Marine, ça va ? Ouais, merci de m'accueillir sur ton lieu de travail, dans le 11e à Paris, chez Vet in Paris. Avec plaisir. On est dans une petite salle. Alors je sais pas, c'est quoi cette petite salle ? Donc ça, c'est la petite salle qui est adjacente au nouveau scanner qu'on vient de recevoir il y a 2 mois. Donc dans ce nouveau local, on a à la fois un scanner, une salle pour les examens complémentaires avec un échographe. Et là, du coup, on se trouve dans le petit bureau qui est à côté, qui sert aussi de salle de réveil pour les chats et les chiens. Oui, il y en a un petit compagnon d'ailleurs qui est en train de nous regarder. Exactement, elle a l'air absolument ravie de nous voir. J'espère qu'on va pas trop la déranger. Ça va. Bon, du coup, Sylvain, toi, tu as 32 ans. T'es sorti d'Alfort en 2013. Ensuite, t'as fait un internat carnivore domestique à Lyon, juste dans la foulée. Et puis après, pas mal de changements. Tu pars 2 ans en Zambie pour travailler dans une ONG. Ensuite, tu fais 3 ans entre la France et le Gabon pour un même vétérinaire qui a des cliniques en France et au Gabon. Tu vas nous expliquer ça. Et tu voyages aussi en même temps pour des projets personnels. Ensuite, tu pars presque 2 ans au Maroc, où tu reviens quand même être vétérinaire 1 semaine par mois, puisque par ailleurs, tu rénoves un hôtel, si j'ai bien compris. Ouais. Et puis, Covid, fermeture des frontières du Maroc, et tu te retrouves coincé à Paris. Et finalement, tu décides de reprendre la canine à temps plein, et ça fait maintenant 2 ans que tu es en canine à temps plein. Exactement. Donc t'es vraiment un veto, ce qu'on appelle un veto globetrotter. Je sais pas si ça existe, c'est homologué, mais on va t'appeler comme ça. Oui, plus j'ai oublié de dire quand même que je suis tes aventures sur Instagram, sur le compte de Dr Chawavet, où t'as plus de 100 000 abonnés quand même. Donc voilà, vous l'avez compris, on va parler de voyages, d'animaux exotiques, mais aussi de canines avec Sylvain aujourd'hui. Première question, je pose la même à tout le monde, c'est pas très original, mais comment ça t'est venu au départ cette envie d'être vétérinaire ? C'est bizarre, je pourrais pas dire que j'avais envie d'être vétérinaire depuis que j'étais petit. Au contraire, j'avais envie de... Alors, l'amour des animaux, ça a toujours été là, mais j'avais plus envie de les étudier, de les observer, de les photographier, de les filmer dans leur milieu naturel. Parce que j'habitais à la campagne, j'ai grandi à la campagne, on avait des éleveurs à côté de nous, donc c'est vrai que j'ai été confronté à de l'activité vétérinaire de rural quand j'étais petit et ça m'avait jamais vraiment du tout tenté. Le premier vélage que j'ai vu avec le veau sortir plein de sang, je m'en souviens encore. Mais voilà, donc j'avais jamais eu envie de les soigner, mais je savais pas quoi faire avec les animaux, mais j'avais envie de travailler avec eux. Et donc sans savoir trop ce que j'avais envie de faire, on poursuit un parcours, on va dire, scientifique général, classique, bac scientifique. Parce que tu étais plutôt bon élève. C'est ça, et comme je ne savais pas quoi faire, je voulais pas me fermer de porte, donc je continuais un petit peu dans ce qui m'intéressait et qui restait général. Donc après la prépa, le bac scientifique, la prépa scientifique, a passé plusieurs examens, donc plusieurs concours, bio, agro, géologie. Je me souviens même au moment après les résultats des oraux, j'avais l'agro et véto, et j'ai échangé jusqu'au dernier moment à minuit. J'ai inversé entre l'agro Paritech et Alfort dans le choix entre premier ou deuxième vœu. Ouais, donc tu fais pas partie de ces vétérinaires qui ne voulaient que ça, que véto. Ouais. Non, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et ça c'est comme pour tout, je sais pas choisir entre 3 pizzas, donc c'était pareil que pour le choix de l'école. Et du coup, j'ai fini par mettre véto en premier, sur les conseils aussi d'amis qui m'ont toujours dit, notamment une amie de mes parents qui m'avait toujours conseillé de plutôt faire vétérinaire, parce que c'était quand même une voie, on va dire, dans le monde des animaux, forcément royale, et même si elle-même m'avait déjà sensibilisé au fait que même si c'était pas
que vétérinaire m'allait m'ouvrir à autre chose que le clinicien qu'on pouvait tous s'imaginer. Ce qui est plutôt avant-gardiste, puisque, moi personnellement, je le savais pas du tout. J'étais partie pour veto. Tu fais forcément. C'est ça, praticien. et tu fais que ça. Et elle m'avait toujours dit, fais veto, c'est dans ce que tu veux faire, dans ce que tu aimes, le plus abouti en termes académiques. Et après, tu pourras partir où tu veux, redescendre, aller ailleurs, changer de voie, parce que ça reste des études académiques très reconnues. Et au moins, tu pourras faire ce que tu veux après. Et elle avait pas tort, parce que c'est effectivement dans termes de mode de vie, de style de vie et de choix de choix de vie, tout simplement, ça m'a offert beaucoup plus de liberté que ce que par exemple une école d'agro ou d'ingénieur m'aurait donné. Et pourquoi tu choisis Alfort? Parce qu'il me semble que tu es originaire de la région lyonnaise. C'est ça. Alors j'avais visité l'école de Lyon, ça m'avait pas donné du tout envie. J'ai fait mon internat après là-bas, donc il y a aucun problème, j'aime beaucoup Lyon. Mais quand je suis sorti d'école, j'avais grandi à 40 minutes de l'école de Lyon, j'avais aucune envie de me retrouver juste à côté de chez moi en fait. Tu pars pour la capitale. Donc voilà, je suis parti à Paris et parce que pareil, je m'étais dit que à Paris, si en ayant en tête j'ai pas forcément envie de faire que vétérinaire clinicien, j'aurais peut-être plus d'opportunités à Paris en termes de rencontres, ce qui a été vrai effectivement pendant mes études. J'ai eu à travers différents projets ou de rencontres ou avoir eu l'occasion de rencontrer des gens avec des parcours très différents, qui travaillaient notamment à l'administration de l'école d'Alfort et qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé à faire des stages notamment à l'étranger très tôt. Donc pour ça, ça a été le bon choix vraiment. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de ces années vraiment, ces 5 années à l'école vétérinaire? 5 années de très bons moments, parce que c'est vrai que ça a fédéré des amitiés très fortes que j'ai toujours aujourd'hui, encore des gens que je vois au quotidien, avec qui je travaille même, avec qui j'ai passé ces 5 années d'études. Donc, je dirais plutôt un esprit, vraiment un esprit. L'esprit veto, l'esprit de confraternité, je pense qu'on l'acquiert vraiment à l'école. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et de très bons moments, beaucoup d'apprentissage et surtout des opportunités de pouvoir voyager comme ça à l'étranger, de faire un peu autre chose. Donc, tu as voyagé dès l'école dans le cadre de convention de stage. Exactement. Je trouvais quand même que c'est peut-être la limite que j'avais. Bien sûr, tout le monde ne veut pas faire ça, mais ceux qui veulent le faire, soit vous faites ça pendant vos vacances d'été, c'est votre stage, mais sinon c'est pas trop encouragé. Je me souviens quand même vraiment des difficultés qu'on a eues parce qu'on voulait partir faire un semestre d'études en Australie ou en Afrique du Sud, et notamment pour l'Australie, on avait tout essayé de faire avec l'aide de la prof d'anglais, de traduire déjà le curriculum, avec l'aide de l'administration, d'essayer d'avoir des accords, mais je me souviens que c'était à nous de faire les démarches. On avait rencontré justement lors d'un congrès IVSA, donc International Vet School Association, International Vet Student Association, International Veterinary Students Association. Voilà, c'est ça. Je l'avais noté parce et ça effectivement à Alfort, alors à Lyon aussi il y avait une antenne de ça, mais à Alfort aussi, et donc ça nous a permis lors de congrès, de symposiums, de rencontrer des jeunes vétos du monde entier, et c'était hyper enrichissant. Je me souviens, on a passé vraiment de bons moments là-dedans, et grâce à ces congrès dans lesquels je m'impliquais, on a pu rencontrer par exemple le doyen de l'université de Sydney, qui avec lui, on a vraiment essayé de lancer des démarches pour pouvoir faire un échange, un partenariat. Mais ça s'est jamais fait parce que c'est un peu quand même ce que je reprochais peut-être à l'école. Alors, j'avais pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais je trouvais quand même un petit peu trop de rigueur, on va dire, dans le sens où, non, si vous validez pas exactement l'unité telle qu'elle a été décrite dans le curriculum d'Alfort, non, vous serez obligé de redoubler, par exemple. C'est pareil pour les Erasmus, toutes les personnes qui partaient en Erasmus, la plupart redoublaient une année sur des études déjà très longues. Ouais. C'est ça. Je me souviens d'une amie aussi qui avait fait ça elle était partie aux États-Unis, mais elle avait dû construire elle-même son programme, quand elle avait fait sa 5e année aux États-Unis, et pareil de l'opposition de certains peut-être membres du corps enseignant qui disaient non, elle a pas vu telle maladie contagieuse, donc on peut pas valider son année. Je trouve ça un peu dommage. Après voilà, je comprends qu'il y ait des règles et des cadres pour une école et que chacun peut pas faire ce qu'il veut, mais bon, en tout cas ça m'a quand même permis de faire j'ai quand même réussi à trouver un petit peu mon chemin là-dedans, à naviguer un petit peu, et donc du coup pendant les
les années d'études de pouvoir faire des stages. Donc j'ai commencé à La Réunion dans une ferme, un centre de protection des tortues marines et d'études. C'est là où j'ai écrit mon premier article scientifique sur les papillomavirus des tortues vertes de Madagascar. Génial. Mais c'était trop bien. Et tout en s'occupant du centre de soins pour un étudiant de première année, qu'on nous confie des soins sur des tortues marines, donc aller attraper dans le bassin, les sortir, faire l'examen clinique et faire les injections. J'ai jamais, même après limite, j'ai pas eu avant un certain nombre d'années autant de confiance en fait qui m'avait été accordée. Donc c'était hyper intéressant de faire ça dès la première année, quoi. Oui. Donc faire ça dès la deuxième année, c'est là où on va dire dès la deuxième année d'école, pendant l'été, je suis parti en Zambie avec une amie. Et Donc ça, c'est l'association Tafika. C'est ça, ouais. Exactement. On avait créé Parce que du coup, tu as beaucoup voyagé dans le cadre associatif. C'est ça. En fait, Tafika, on avait créé cette association à l'école pour pouvoir récolter des fonds pour financer à la fois. Alors, pas forcément financer le voyage, c'est-à-dire notre billet d'avion ou quoi, mais plus financer du matériel qu'on amenait avec nous dans cet orphelinat d'Eléphanto en Zambie. Et ça a été effectivement une super rencontre. On est parti pendant un mois là-bas. On y est retourné l'année suivante pour développer le projet, travailler avec des vétérinaires en plus en faune sauvage là-bas. Donc moi, c'est tout ce que j'avais toujours rêvé. J'avais toujours voulu faire de la faune sauvage. On m'avait toujours dit c'est hyper compliqué. T'es en France, il y en a pas. Et ben si, j'ai réussi à le faire. Et ça, pour ça, je suis hyper fier et hyper content d'avoir pu faire ça. Et donc deuxième année, on y retourne après, juste après après d'avoir passé ma thèse. Je repars là-bas, mais cette fois-ci en voyage personnel avec ma famille. Et là, avec le directeur de l'ONG qui me propose à ce moment-là de revenir et de venir travailler avec eux pour un projet. Donc ça, c'était... Alors, non, pardon, c'était pas après le doctorat, c'était après l'internat. Oui. Et tu t'y perds dans tous ces voyages. Un peu. Parce que moi, j'ai vu aussi en parcourant ta page LinkedIn que t'avais fait de l'associatif aussi dans une association qui s'appelle Elephantasia. C'est ça. Alors ça, c'était vraiment du travail administratif pur. Ouais, c'était d'accord. une association basée au Laos qui s'occupait des éléphants utilisés pour le travail et quelques éléphants sauvages qui existent encore au Laos. Et c'était vraiment, comme c'était une association française, ils avaient besoin d'un bureau en France. Et pendant que toute l'équipe, c'était une petite équipe, eux travaillaient vraiment sur place. Ils avaient juste besoin d'un relais, on va dire, administratif pour recevoir les dons, pour envoyer des demandes de parrainage ou d'adoption pour un éléphant, etc. Donc ça, je m'occupais de ça purement en France, mais je suis jamais allé là-bas. D'accord, ok. Mais même de France, t'avais cette appétence pour c'est ça, pouvoir partir les animaux là-bas. exotiques et le lointain, quoi. Exactement, partir, découvrir autre chose, utiliser mon diplôme et en tout cas ce que j'étais en train d'apprendre à ce moment-là pour l'appliquer. Et voilà. Et donc c'est vrai que ça m'a emmené après. Bon, en Inde, c'était la faune, c'était notre stage de rural qu'on devait faire en 4e année à ce moment-là, où on devait partir 7 semaines avec un vétérinaire rural. Je me suis arrangé. Tu t'es dit, je vais pas partir dans le Limousin. Je vais pas aller dans le Limousin et je vais aller avec un vétérinaire dans l'Assam, dans les États du nord-est de l'Inde. Mais c'était hyper bien. Après, parce que c'est vrai que j'imagine une profession de vétérinaire rural complètement différente de ce qu'on peut avoir en France. Moi, à l'époque, j'avais cette vision du vétérinaire rural en France qui était plus à gérer des populations et non pas de la médecine individuelle. Alors que c'est ce que j'avais vraiment envie de faire. Et là-bas, c'est tout ce que j'ai pu faire. Enfin, on soignait la chèvre, le cochon, l'éléphant. Alors après, avec des réalités compliquées des fois, effectivement, de voir et de laisser mourir une vache atteinte de rage sans pouvoir l'euthanasier parce que justement c'est un animal sacré, on ne pouvait pas euthanasier, c'est difficile. Et mais on va pas changer la façon de faire. On est là pour apprendre, découvrir et non pas juger. Mais c'est vrai que c'est pas évident avec notre éducation, notre bagage. C'est pas évident de voir certaines choses quand même. Et comment tu finançais tous ces voyages? Est-ce qu'il y avait des manières de pas tout prendre à ta charge? Alors, donc par exemple pour la Zambie, ça a quand même été beaucoup via ces associations. On faisait
très tôt, du coup, j'ai appris à faire des demandes de bourse avec remplir un dossier, des objectifs, qu'est-ce que Oui, on t'as veut à faire. chercher des fonds en fait. C'est ça, chercher des fonds, ce qui m'a du coup servi après quand j'ai commencé à travailler pour cette ONG à temps plein en Zambie. Mais voilà, apprendre à faire ça, des fonds personnels aussi. J'ai eu quand même la chance de pouvoir être aidé effectivement par ma famille pour pouvoir partir. Donc ça c'est, je reconnais quand même une chance incroyable. Et je les garde en 5e année pour pouvoir financer tout ça. Ok. Et du coup, je rebondis sur t'as parlé tout à l'heure de l'internat. Ouais. Alors, comment on passe de tous ces voyages et de tout cet amour pour les animaux exotiques, pour l'exotisme, pour le voyage, à un internat à Lyon? C'est quand même pas, voilà, sur la même, qu'est-ce qui t'a donné envie ou besoin de faire cet internat? Plusieurs choses. Alors, encore un peu dans la droite ligne de je ne sais pas quoi faire avec ma vie, c'est à la fin de la 5e année de pas avoir envie forcément de tout de suite travailler, de ne pas avoir de projet. Donc, l'internat offre cette possibilité de poursuivre la formation, de pas s'arrêter en fait, parce que pareil, j'étais aussi jeune quand même. J'ai fini la 5e année, j'avais 22 ans. Parce que t'avais des années d'avance. J'avais sauté une classe et fait 3,5. Donc j'ai eu 23 ans peu de temps après le doctorat. Enfin, j'ai eu 23 ans au tout début de l'internat. Donc je me voyais pas encore travailler dans une clinique et en plus j'avais pas envie de faire ça. Tu t'en sentais pas les épaules ou c'était vraiment autre chose? C'était pas vraiment. Alors, il y avait effectivement je pense la compétence. Je me sentais pas forcément capable de le faire, mais après, dans le fond, si j'étais avec une équipe qui m'aurait, une super équipe que j'aurais peut-être connue lors de stages, mais j'avais jamais fait de stage, parce qu'il faut aussi, voilà, j'ai jamais travaillé une journée dans une clinique vétérinaire avant mon retour de Zambie, donc c'est-à-dire 3 ans après mon doctorat. Ouais, d'accord. Parce que en fait, t'as utilisé tous tes créneaux de stage quand j'étais à l'étranger pour faire des stages en faune sauvage, et je faisais des gardes de nuit dans une clinique, mais j'avais jamais passé une journée dans une clinique vétérinaire canine. Des nuits, mais pas de journée. C'est ça. Ouais. Jamais de journée avec une équipe. Comment ça marche? Les rendez-vous fixes, les gens qui déposent un animal, tout ça, ça me paraissait. Je me dis mais comment les gens s'organisent en fait? Et donc c'était, j'ai fait ça au retour de Zambie, 3 ans après avoir eu le doctorat. Et c'est pour ça, je me voyais pas faire ça. Et du coup, j'avais pas quoi faire. Je me voyais pas non plus partir. J'avais pas forcément d'opportunité à ce moment-là pour partir travailler autre part. Donc, je m'étais dit, l'internat, ça permet de prolonger un petit peu la formation. Parce qu'aujourd'hui, je regrette pas du tout. Parce que quand j'ai recommencé la canine, t'avais un bagage en plus. C'est ça. Ouais. Et l'internat, on va dire public, certes, c'était intense. On a beaucoup travaillé. Lyon, c'était, j'en sais rien, j'ai pas été alpha au final pour l'internat, mais j'ai passé vraiment une super année à l'internat de Lyon, une super équipe, et c'était, on s'est à la fois éclaté et appris. Et il y a une rigueur quand même, une espèce de démarche diagnostique qui aujourd'hui me sert encore toujours en fait. Et je trouve que ça a été super. Vraiment, je regrette pas du tout. Ok. Et donc tu fais cet internat pendant 1 an, tu termines en juillet 2014. C'est ça. Et en fait, en octobre, t'es déjà en Zambie. C'est ça. Comme chef de projet pour ce programme de préservation de la vie sauvage. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors oui, donc à la fin de l'internat, je savais pas quoi faire, donc je pars en Zambie pour cette fois-ci juste. Dans ton cursus, il y a beaucoup la Zambie. beaucoup la Zambie, mais beaucoup de je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quelle est la prochaine étape. Exactement. J'ai toujours été indécis, ne pas savoir prendre de décision ou toujours me dire si je fais ça, ça veut dire que je vais pas pouvoir faire ça à côté. Donc voilà, tirailler presque entre Exactement. Trop de choix. C'est ça, et ne pas savoir me fixer. Ça, je suis peut-être un peu toujours comme ça, donc j'apprends à le gérer au quotidien. Bon, maintenant voilà, ça, j'ai mûri, avancé, donc c'est différent, mais c'est quand même quelque chose qui me suit tout le temps. Tout ça vient, j'en sais rien. On n'est pas là pour faire de la psychologie. C'est ça, mais c'est intéressant aussi. Et du coup, donc voilà, à la fin, je repars en Zambie. Et pendant ce séjour-là, on me propose, on me dit, ils vont peut-être avoir des fonds pour créer un projet vétérinaire au sein de l'association, de l'ONG. On veut que ce soit toi qui vienne le faire. Donc, je rentre, j'attends pendant 1 mois un petit peu d'avoir des retours. Et le jour où il m'envoie un mail pour me confirmer, c'est bon, on a les fonds, on veut que ce soit toi. Mon ancienne enseignante de soins intensifs pendant mon internat à Lyon m'a proposé
j'ai une amie qui gère les urgences de UC Davis en Californie. Elle a besoin de quelqu'un. Je sais que j'ai confiance en toi. Je sais que tu pourrais le faire. Vas-y, écris-lui. Et alors là, pendant une semaine, pour quelqu'un qui sait pas faire de choix, Difficile. une semaine, je vais en Californie faire un assistanat de soins intensifs, ou je vais en Zambie. Et j'ai fini par choisir la Zambie. Ah, mais c'était très compliqué, mais j'ai fini par de partir en Zambie. Et c'était incroyable, 2 années où j'ai appris beaucoup. J'ai utilisé, on va dire, plutôt la rigueur, enfin, voilà, le côté classique de la rigueur des études sur veto qui nous permettent de faire un peu plein de choses. Ok. Mais, j'ai peu fait au final d'activités cliniciennes. C'était plus de manager de projet. Donc là, tu découvres qu'il faut trouver des fonds, qu'il faut faire de la com, qu'il faut gérer des équipes, manager des gens. C'est ça. Et c'est pas évident, surtout en plus dans un pays où ce n'est pas ma culture. C'est très différent. Construire, ah oui, c'est ça, parce qu'il fallait que je construise une clinique aussi, donc c'était dessiner les plans de la clinique. Et après, moi je pensais, bon bah voilà, je vais trouver quelqu'un qui va créer non, là-bas il faut donc aller dans la ville à côté du parc, acheter les parpaings, mais toi j'arrive là, quel parpaing prendre? Okay. Ah, il faut mettre aussi et puis après la charpente. Tu sors de ta zone de confort complet, en fait. Mais exactement. Et c'est vrai que la première, je repoussais. Et à un moment donné, il a fallu me lancer parce que on a quand même, je dois répondre c'est ça aussi peut-être qu'en tant que vétérinaire, on nous a pas appris, surtout en clinique. On répond auprès de personnes en fait, même si on est salarié. Alors là je parle peut-être en tout cas dans la structure où je suis, et c'est ça que j'adore avec Isabelle et de travailler avec elle, c'est que on est autonome dans notre façon de gérer des cas, et elle va pas venir nous voir en disant j'ai des comptes à rendre sur je sais pas en termes de clinique, en termes financiers, rien du tout. Et là-bas en Zambie, j'avais quand même des donneurs d'ordre, à savoir les fonds, les mécènes. Ouais, les mécènes qui me finançaient, donc eux des rapports à faire tous les mois, comment j'utilise leur argent, à quoi il sert, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis dans les projets que je leur ai dit, parce que aussi c'est ça, c'est quand on demande de l'argent, on demande de l'argent pour un projet particulier, donc je peux pas donner de l'argent et puis après en faire un peu ce que je veux à côté. Non, tout doit être bien carré. Donc c'est la vraie gestion de projet, mais exactement. Du coup d'ampleur pour le coup pour ta jeunesse quand même. C'est vrai que c'était j'ai pu être aidé, mais il y a eu des fois où je laissais traîner le truc parce que j'arrivais pas, c'était beaucoup, mais au bout d'un moment on se remet dedans et on se lance, et au final j'ai réussi à finir donc cette clinique, et tout en parallèle nouer des liens avec les services vétérinaires du pays pour pouvoir travailler en collaboration avec eux, parce que bien sûr pendant tous ces voyages-là et tout ce qui s'est passé après, il y a aussi le droit d'exercer en tant que vétérinaire dans ces pays, qui est loin d'être évident. En Zambie, j'ai jamais eu mon autorisation d'exercer en tant que vétérinaire. Il n'y a pas d'équivalence de diplôme. Alors, oui, il y a un ordre vétérinaire. Ça va dépendre des pays. En fonction s'il y a des ordres vétérinaires, s'il y a pas d'ordre vétérinaire dans le pays, on va dire un visa de travail va suffire, et une lettre peut-être de service je sais pas, agricoles peuvent suffire. Zambie, il y a une école qui est quand même assez réputée, qui forme des vétérinaires avec un ordre vétérinaire établi, organisé, auquel on va soumettre tout un dossier pour avoir les équivalences. Impossible, j'ai jamais eu pression de tel ou tel veto, c'était pas possible. Donc je ne travaillais que sous l'autorisation, on va dire, des vétérinaires gouvernementaux des parcs nationaux. Donc t'étais quand même, ça c'est pour la partie où t'étais plutôt en clinique et en contact avec les animaux. C'est ça. Alors en clinique, c'est dans la brousse, mais c'était pour avoir le droit d'arrêter, donc flécher, endormir, utiliser des anesthésiques, utiliser des antibiotiques, des choses comme ça sur les animaux. Alors au début, les vétérinaires sont avec moi, et puis avec le temps, c'est tout l'intérêt, c'est de créer cette relation de confiance. Ils finissent par m'autoriser. Vas-y, et tu nous fais le rapport, tu nous dis ce qui s'est passé. Mais c'est toujours des jeux, pareil, c'est des jeux de politique, ça aussi à apprendre, et en plus alors je parlais un peu anglais, mais là, j'ai vraiment dû apprendre l'anglais complètement, et parce que tout se passe en anglais, dans une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre. Donc c'était un petit peu, c'était top, c'était trop bien. Plein d'apprentissage, mais beaucoup de difficultés rencontrées. C'est ça, ouais. Mais tout ça couplé avec un environnement incroyable, de se lever le matin et de voir un éléphant quand on va travailler, ou d'avoir le lion qui se couche contre sa tente le soir.
Enfin, c'était incroyable, quoi. Et j'ai passé vraiment 2 années folles. C'était trop bien. Bon, on va embrayer sur la suite. Du coup, tu rentres après 2 ans passés en Zambie. C'est ça. Et là, donc on est à peu près en 2016. C'est ça, ouais, juin 2016. Juin 2016. Et en fait, là, tu te retrouves entre la France et le Gabon, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, en rentrant, je savais pas quoi faire, encore une fois. Et toujours cette envie de bougeotte, de partir, d'aller ailleurs, de pas être fixe, en fait. Donc, en rentrant de Zambie, l'envie, pareil, de partir ailleurs. Et donc, entre VetoJob ou le point vétérinaire, chercher des offres. Moi, quand j'allais sur VetoJob, je me souviens très bien je pourrais limite le refaire là les yeux fermés. Alors, je sais pas si le site a changé depuis, parce que je suis pas retourné depuis un petit moment. Il va bientôt changer, mais il a pas encore changé. Top. Et donc, je me souviens très bien où cliquer, annonce, et cliquer directement étranger, outre-mer, et je regardais que ces annonces, en fait. Et à un moment donné, il y a eu cette annonce pour un poste au Gabon, pour 2 mois, l'été, juillet, août. Donc j'ai contacté le vétérinaire, quelqu'un qui est installé au Gabon, qui vit en tout cas entre le Gabon et la France depuis 35 ans. Donc il y a un lien qui se crée dès que je vais parler de Zambie, d'Afrique, de tous ces voyages que j'ai pu faire. Donc la confiance, c'est limite plus basé là-dessus que sur mes compétences. Alors il m'a quand même dit, bon, dans ce que je vois, t'as jamais travaillé dans une clinique, je vais quand même te confier ma clinique, alors qu'il n'y en a qu'une dans toute la ville pendant 2 mois. Donc va quand même le temps entre le moment où tu rentres de Zambie et le moment où tu viens, va travailler quand même en clinique. Va faire tes armes un peu. Voilà, c'est ça. Donc je suis allé travailler à Paris. C'était la première fois que je travaillais du coup dans une clinique. J'ai fait Paris, j'ai fait je crois le sud de la France aussi. Et après je suis parti au Gabon 2 mois, juillet août. J'avais croisé il y a eu une passation avec le vétérinaire 2-3 jours qui me montre l'environnement, la maison, parce que je vivais chez lui, je gardais aussi sa maison et la clinique, le fonctionnement. Et voilà, et ça a été 2 mois. Alors c'est 2 mois après, finalement, je suis revenu parce que ce vétérinaire-là, justement, tu me posais la question, il a des cliniques à Paris aussi. D'accord. Donc il fait l'aller-retour, pareil, 2-3 fois par an. Il travaille entre les deux, donc un peu à Paris. Et quand il est à Paris, il a besoin de quelqu'un justement pour gérer le Gabon. Donc moi, je me retrouvais 5-6 mois par an en 2 voyages en général par an, et j'ai fait ça pendant 3 ans de suite. Et c'était trop bien. Mais j'étais le seul véto là-bas. Alors il y a eu plein de fois où il y a eu des chirurgies d'urgence à devoir faire que j'avais jamais fait. T'as mis les mains dans le cambouis, c'est ça. On n'explique pas aux gens qu'on l'a jamais fait et qu'on va essayer. Non, bien sûr que non. Donc non, j'appelais si j'avais des questions, j'appelais quand même. Alors il y a coup de fil à un ami. Un coup de fil à un ami chirurgien pour lui demander. C'est bien comme ça qu'on fait pour refermer l'estomac et puis bon là. Et ça, tout s'est très bien passé. Et pareil avec s'adapter aussi à la clientèle là-bas. Le Gabon, c'est quelqu'un peut venir à 23h un dimanche pour faire vacciner son chien. Bon, c'est comme ça. Oui, effectivement. Ouais. Donc ça peut être des fois un peu lourd, mais c'est comme ça en fait. Faut s'habituer à la façon de faire. Et ou alors on vient nous chercher à 11h le matin. Bon on va faire les vaccins à la maison. Bah non, vous amenez les chiens ici. Non, d'habitude on les fait chez moi. Ok, très bien, on ira les faire chez vous. Et tout ça au bord dans capacité d'adaptation, toi t'as bien développé. Ça il faut. Et tout ça dans un pays pareil incroyable, le Gabon, donc Port-Gentil où j'étais, c'est entouré d'une faune, on est entouré d'océans, l'été c'est rempli de baleines, de dauphins, d'orques, donc tous les week-ends à plonger, à aller pique-niquer sur la plage avec les gens qu'on rencontre sur place. Et d'ailleurs des amis, ça aussi que je retiens de tous ces expériences et ces voyages que j'ai eus, Zambie surtout et Gabon, c'est des gens que je vois toujours en fait. Dès qu'il y en a qui passent à Paris, on se voit. Zambie, j'y retourne tous les ans. Donc on a quand même créé des vrais liens forts. J'ai créé des vrais liens forts avec ces pays et c'est ça qui est beau. Ça persiste quoi. Alors après le Gabon, tu t'envoles pour le Maroc. C'est ça. Alors comment ça arrive cette histoire de Gabon-Maroc? Alors le passage Gabon-Maroc, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un et on est parti vivre ensemble au Maroc. D'accord. Et là, donc c'est la première fois que je suivais quelqu'un. Je pouvais pas travailler en tant que vétérinaire au Maroc parce pas d'équivalence de diplôme. Pas d'équivalence. Alors il y a une équivalence de diplôme, mais pour pouvoir s'inscrire à l'équivalence, il faut avoir la nationalité marocaine. Ah oui, d'accord. Donc ce qui était pas possible. De ce que j'ai en tout cas
découvert pendant que je faisais toutes ces recherches-là. L'équivalence est plutôt assez facile parce que les universités marocaines sont développées en partenariat avec les universités françaises, donc il y a beaucoup d'accords et un curriculum qui est assez similaire. Donc au final, je crois que l'équivalence revenait juste à faire tout ce qui est législation, les différences de législation entre les deux pays, mais il n'y avait pas trop de connaissances théoriques, on va dire cliniques, à avoir. Mais il faut être marocain, ce qui est normal pour protéger les étudiants et les vétérinaires locaux. Ce qui est normal. En France, on fait ça. Hein. Personne n'a le droit de s'inscrire à l'ordre si on n'a pas un diplôme européen. Tout à fait. Il n'y a pas une nationalité européenne, pardon. Donc voilà. Donc Maroc, et au final, donc je ne pouvais pas travailler. Ça, c'était pas trop difficile psychologiquement? Au début, non. Là, après, le choix, tu le fais simplement? Non, ça a été compliqué de suivre quelqu'un, donc et devenir sédentaire dans un pays où je pouvais pas travailler. Ça a été compliqué, mais je l'ai fait parce que j'en avais envie. Et puis aussi, il y avait la réalité. Je pouvais rentrer une semaine par mois travailler à Paris. Les billets d'avion, alors ça c'était avant le Covid, mais c'était pas cher. Des fois, je pouvais faire un aller simple pour 30 €, Paris-Marrakech. Donc, c'est des choses. Donc, tu revenais travailler à Paris. Une semaine, 10 jours, toutes les 4, 5, 6 semaines. C'est un sacré rythme quand même, hein. Ouais, mais à Paris, j'avais ma famille, des amis, donc c'était aussi l'occasion de revoir toutes ces personnes-là, de continuer mon job que j'adore. J'adore être véto. Mais ça, au bout d'un certain temps, voilà, ça s'est épuisé dans le sens où, ça s'est épuisé à cause du Covid, tout simplement. L'arrivée du Covid qui, à un moment donné, bloquait les frontières quand j'étais à Paris. Et du coup, et attends, juste pour revenir, comment tu occupais ton temps quand j'étais au Maroc. Ouais. Alors, je me suis occupé en faisant autre chose. Alors, au départ, j'ai essayé d'être véto, donc je faisais toutes les démarches. Quand c'est débouché, j'ai abandonné. Mais avec les gens que j'ai rencontrés sur place, je suis devenu paysagiste. Donc j'ai aidé un ami qui avait son studio de paysagisme et qui donc à la fois la création et l'installation. Donc au départ, il m'avait confié des terrasses, une terrasse, puis une maison j'avais les plans, j'avais tout, et donc c'était superviser l'équipe, et puis c'était à la fois autant superviser l'équipe que Ce que t'avais fait en Zambie, en fait. Des plans et superviser une équipe. Exactement. Et c'était top, et mettre la main aussi dans le cambouis, comme tu disais, là c'était d'aller creuser pour aller planter tel aloe vera à tel endroit, quoi. Et donc c'était et après, il y a eu une fois même où il m'a confié la création d'une terrasse, donc dessiner et proposer aux clients, voilà ce qu'on vous propose pour aménager votre terrasse. Parce que ça, j'avais fait pour la mienne, en fait, et je me suis trouvé une passion pour les plantes. Non, mais ça me fait sourire parce qu'en fait, dans tous les vétos que je rencontre et que j'interviewe, il y en a énormément qui vont qui font des choses qui n'ont rien à voir avec véto et qui se surprennent à avoir en fait des tas de compétences différentes qu'ils peuvent développer à droite à gauche. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve hyper souvent chez les vétos, en fait. Et je trouvais que c'était trop bien, et c'était pas et tout en gardant en plus mon métier, donc j'avais pas l'impression j'apprenais d'autres choses, des passions, je suivais limite une passion, j'ai découvert une passion pour les plantes, trop bien, j'ai pu en faire quelque chose. Et après l'intérêt pour la déco aussi, alors ça c'était via ami d'amis, Veto d'ailleurs, dont son père travaillait pour des hôtels. À un moment donné, a travaillé pour un hôtel à Marrakech, et il m'a demandé de venir. Au départ, c'était on voudrait installer des oiseaux dans une volière. Alors je lui ai dit bof quoi, les oiseaux dans une volière. En termes d'éthique animale, c'est bof, c'est pas fou. En plus de ça, ça pue et ça fait du bruit pour un hôtel. Je suis pas sûr que les gens auraient vraiment envie de ça. Et je leur ai proposé par contre autre chose. Je leur ai dit on peut installer des mangeoires, des nichoirs un peu de partout. Je sais que au souk à Marrakech, il y a pas mal de trafic de tortues, de caméléons. Je vais aller les voir, on va discuter. Est-ce qu'on peut pas en récupérer pour les relâcher dans l'espace, parce que c'était un grand jardin en fait. L'hôtel était niché dans un grand jardin. Et puis je sais pas, au moment d'une conversation, je leur ai dit et puis entre nous, la piscine, franchement, l'aménagement de la piscine, c'est trop top. moche. Ah ouais, je leur ai dit, franchement, alors là, la tête là, t'es devenu décorateur d'intérieur. C'est ça, la tête du propriétaire de l'hôtel, quand je lui ai dit que sa piscine ressemblait à un Club Med, il a pas aimé. Enfin, un Club Med d'avant. Il a pas aimé. Et du coup, il m'a dit, fais-nous une proposition. Et donc là, je me suis retrouvé à télécharger un logiciel d'architecte.
et à redessiner tout l'hôtel. Je me suis amusé à faire des mesures de leur piscine, des bâtiments. J'ai redessiné l'hôtel en 3D et après j'ai dessiné des meubles, pareil avec ce logiciel-là. Dessiné des meubles et je les ai aménagés, j'ai redisposé, j'ai recréé tout un espace autour de leur piscine en incluant beaucoup plus de plantes. Alors eux m'avaient donné un peu déjà ce qu'ils voulaient aussi, mais j'ai vraiment fait quelque chose que j'avais envie parce que ça j'ai toujours eu ça. Dès que j'arrive à un endroit, je me dis ça serait plus sympa de faire ça ici, de décaler là, d'avoir mis une plante là plutôt. Et toujours les plantes. Et du coup je leur ai proposé ça et ils m'ont dit ok ça nous plaît, vas-y. Et donc revenir là c'est aller rencontrer les artisans, trouver les parpaings. Alors là, c'était trouver le menuisier qui allait me faire mes transats, mes sunbeds, mes tables, mes chaises, etc. Comme je les avais dessinés et imaginés. Et c'est vrai que la première fois quand il m'a appelé pour dire bon, c'est bon, j'ai fini un sunbed ou j'ai fini un transat, viens voir, et qu'on voit le transat fait alors que j'avais dessiné, c'est hyper satisfaisant. Et on peut être fier de soi en fait. Et je l'étais, et c'était top. Et après, donc j'ai tout installé. Je me souviens le 3 mars et puis après je suis rentré en France travailler puis du coup j'ai jamais revu parce que du coup tu rentres en France et fermeture des frontières voilà. Sur une semaine où tu étais en France. Exactement, le Maroc a anticipé la fermeture des frontières internationales, donc par exemple ils l'ont fait une semaine avant la France et du coup je me suis retrouvé coincé à Paris. Et le Maroc, en plus, a rouvert ses frontières qu'en octobre ou novembre pour les étrangers. Donc, impossible de retourner pendant 8-9 mois. Donc, j'étais là, je travaillais une semaine ici. Le confinement a commencé. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, en fait. Et j'étais sur le canapé chez ma sœur. Je savais parce que je venais pour une semaine. Normalement, j'étais parti avec un sac cabine d'habits. Ouais, donc t'avais même pas tes affaires. J'avais rien. Et le Covid, donc une de nos collègues, consoeurs, elle s'est retrouvée coincée, elle, dans le sud. Donc, du coup, pendant le premier confinement, où c'était hyper strict. Donc, j'ai eu au moins la chance de pouvoir rester à travailler ici pendant le premier confinement. Et puis après, je pense, comme beaucoup de nos confrères et consoeurs, on s'est rendu compte que, notre activité a augmenté après le premier confinement. Ouais, il y a pas mal de vétos, ouais. Tout le monde, c'est vrai que j'entends ça un peu beaucoup. Et nous, ici, ça a été le cas. Et du coup, heureusement, j'ai pu rester. Donc, maintenant, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis ici. Et je m'éclate à nouveau. Enfin, je m'éclate encore dans ce que je fais aujourd'hui. Alors attends, avant de passer sur le volet canine et qu'est-ce qui te motive en canine, j'ai juste une question. Ce compte Instagram, il arrive à quel moment du coup ? Ce compte Instagram, il est arrivé quand j'étais en Zambie. J'avais fait une formation au Zimbabwe d'anesthésie et de capture de la faune sauvage. C'est la formation la plus poussée, la plus brillante. C'est des professionnels qui viennent surtout d'Afrique du Sud et du reste de l'Afrique qui sont passionnants. C'est dans une réserve privée au sud du Zimbabwe, incroyable, un lieu magnifique et avec que des vétos et 15 jours de cours d'anesthésie, d'éthologie, de capture et de cas pratiques. Donc à capturer l'éléphant, le lion, girafe, avec toutes les techniques différentes que fléchage, hélicoptère, appât avec des... Donc très photogénique. C'était incroyable. Et du coup, j'ai commencé à poster et il y avait une autre vétérinaire d'Australie qui était là à ce moment-là. Elle m'a tagué sur une des photos parce qu'elle avait déjà aussi pas mal de followers en Australie. Et du coup, ça a commencé comme ça et puis ça a commencé à monter. Puis je me suis pris au jeu et à partager des photos de mon travail en Zambie. Puis du Gabon et donc après des voyages, de ces projets que je pouvais faire en plus. Ça se réveille à côté, ouais. Là, ouais, ça se réveille après le scanner. Et de fil en aiguille, après, en rentrant en France, je me suis dit, bon, de toute façon, ça va tomber à l'eau, cette histoire. Il y aura plus que des chiens, des chiots et des chatons à mettre en photo. Mais c'est marrant parce que j'ai vu que ton descriptif, c'est Puppies and Kittens. Et ça me fait trop rire parce qu'en fait, tu te prends pas la tête, tu présentes pas des cas cliniques, juste, tu kiffes ton métier, tu kiffes les animaux et les animaux mignons en plus, quoi. Et c'est ça. C'est complètement assumé, je trouve ça marrant, ouais. C'est vrai que je m'étais posé la question à un moment donné de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, d'utiliser cette visibilité pour parler de sensibiliser les propriétaires sur les épillets en été, sur les coups de chaleur, sur les... Mais les gens, ils veulent voir des animaux mignons, en fait. Les gens veulent voir des chiots et des chatons. Et donc, du coup, ça a beaucoup plus continué à marcher, même si j'avais plus de lions et d'éléphants. Et aujourd'hui, Oui, si vous remontez dans le fil, vous trouverez les lions et les éléphants. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vraiment sans aucun... C'est un passe-temps sans... Ouais. C'est ça, c'est vraiment un passe-temps sans aucun stress et sans aucun projet. Après, ça m'a amené plusieurs choses et peut-être plusieurs projets où là, je vais pouvoir commencer à parler quand même de choses un peu
c'est très intéressant de voir un chiot ou un chaton, mais peut-être là de pouvoir utiliser cette visibilité pour faire d'autres, pour avoir d'autres projets un peu plus intéressants et constructifs, on va dire, pour la profession et pour les animaux. Tu peux nous en dire un mot ou c'est encore top secret? Pour le moment, j'ai pas encore, c'est pas encore validé, mais bientôt, ce sera sur le compte. On va suivre tout ça alors. Et du coup, si on revient à la canine, qu'est-ce qui aujourd'hui te motive en canine et comment on fait de passer de cette vie un peu de globe-trotter à une vie de sédentaire en clinique canine à Paris? C'est vrai que le début a été compliqué. Alors, je pense qu'honnêtement, le Covid m'a aidé parce que j'aurais jamais osé ou j'aurais jamais eu le courage, peut-être, je peux le dire, le mot de courage, de m'arrêter à un moment donné, de voyager et d'être c'était instable. J'étais pendant 3 ans, je suis jamais resté pendant 5 ans, je suis jamais resté plus de 2 mois au même endroit sans bouger. Et au bout d'un moment, ça reste fatigant, c'est épuisant et au final, on construit pas quelque chose alors, j'ai adoré faire tout ça, mais il y a un moment donné où ça a quand même ses limites parce qu'on va rien construire de plus. Ça peut être très bien et ça peut être, on peut le vouloir justement on n'a pas besoin de construire une clinique, de construire une famille, de construire quelque chose qu'on va laisser derrière soi. Ça peut être se construire soi-même que de voyager tout le temps. Moi, à un moment donné, il y a quand même c'est arrivé à une limite, mais je pense pas que j'aurais été capable de prendre la décision moi-même. Le Covid est arrivé, j'étais obligé de m'arrêter là pour le coup, je pouvais plus rien faire, je pouvais pas voyager, donc je suis resté là et c'est là où j'ai découvert une autre façon de travailler. J'ai commencé à travailler plus de 2 semaines d'affilée en clinique canine après 6 ans après mon internat. Donc c'est comme si c'était encore nouveau quand même pour moi. Je continue à dire que ça fait que 2 ans que je fais de la canine, même si j'en avais quand même fait un petit peu avant bien sûr, mais ça fait que 2 ans. Et aujourd'hui, pendant toutes ces années où j'en faisais un peu, il y avait quand même le côté pas de trop de développement parce que j'étais là, je repartais la semaine d'après, que le chien ou le chat, s'il allait pas mieux ou pas, ou s'il fallait faire autre chose, les résultats d'examen, j'en savais rien, je repartais. Donc c'est comme quand on fait du remplacement, très court terme, on construit pas quelque chose, même une relation avec le propriétaire, avec l'animal, des animaux qu'on va suivre sur plusieurs années, et c'est ça qui est hyper enrichissant. Et aujourd'hui à Vétérinaire Paris, c'est ça qui me motive vraiment, en plus de l'équipe, en plus de effectivement on a une approche, une manière de travailler que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'on est à Paris où effectivement les gens vont plus nous solliciter pour des examens complémentaires? Mais c'est vrai que c'est quand même, aujourd'hui, je pense que je peux le dire, c'est quand même j'ai plus de consultations, je vais tout de suite faire des examens complémentaires, même ne serait-ce que pour une simple diarrhée, que je vais faire, plutôt que je ne vais faire que du symptomatique. Ouais, donc tu peux pousser un petit peu le diagnostic. C'est ça. Et ça, c'est vrai. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est Paris? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait que c'est hyper intéressant. Ça dépend de la localisation aussi. Exactement. Et c'est vrai que donc intellectuellement, tu t'y retrouves, en fait. Exactement. Je peux, il y a vraiment, ce suivi et de retrouver ces gens que maintenant ça fait 2 ans que je peux suivre. C'est hyper gratifiant. Et la vie parisienne, me plaît aujourd'hui parce que ce sera le cas toute ma vie, j'en sais rien. Mais, ça me plaît vraiment. Et puis, maintenant que le Covid est terminé, je peux reprendre aussi mes voyages. Et là, j'étais aux Maldives plongé pendant une semaine. Donc je vais recouper quand même je vais quand même continuer ça parce que ça fait partie de moi. Et idéalement, si dans quelques années j'ai eu ma structure ou si je sais pas encore, mais j'aimerais pouvoir, je sais pas, m'allouer 1 mois, 2 mois peut-être par an où je pars pour suivre ces projets justement. On a plein de vétos qui font ça et et pourquoi pas ce projet en Zambie, y retourner et de manière différente mais suivie, tout en étant basé là. Donc t'as encore des projets plein la tête. Ah bah oui, ça s'arrêtera jamais. C'est trop bien. Bon allez, pour finir, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant aujourd'hui qui a aussi cette envie d'exotisme, de voyage? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire et sans rien cacher aussi peut-être des côtés plus difficiles? Ouais. J'aurais envie de leur dire d'y aller. Faut pas s'en empêcher. Ça peut être effectivement des budgets un peu plus importants, donc il y a toujours la possibilité de travailler à côté, de pouvoir se les financer. Et comme je disais, il y a tous dans le cadre d'associations, de projets, il y a toujours ces levées de fonds, contacter des entreprises sur des dossiers. Ça aussi, ça apprend énormément en fait. Et donc c'est possible. Faut quand même déplacer un peu des montagnes en amont. Exactement. Si
Ça peut être le cas, mais c'est vraiment possible et c'est surtout hyper enrichissant. Moi, c'est vrai que pendant toutes ces années-là, j'avais quand même toujours ce questionnement. Et je le résumais entre j'ai pas envie aujourd'hui de rentrer, de m'installer et de m'enfermer dans quelque chose qui n'est pas moi, mais j'ai pas non plus envie de me réveiller à 45 ans sur une plage un matin en me disant mais qu'est-ce que je fais là en fait. Et je trouve que là l'évolution s'est faite tout à fait naturellement parce que forcément aussi on mûrit quand on est à l'école véto, on a 22, 23 ans, on a envie de faire plein de choses, il faut les faire parce que peut-être qu'à un moment donné soit on va changer et c'est très bien parce que du coup pas de frustration si sur soi-même on change, mais en tout cas ne pas s'embarquer dans quelque chose ne pas se bloquer tout de suite dans un modèle peut-être sortir tout de suite d'aller travailler dans une clinique. Si c'est ce que vous voulez faire, très bien, allez-y, foncez et c'est top. Mais si vous sentez que vous avez encore besoin de vous découvrir aussi, parce que moi pendant toutes ces années ça a quand même été ça, je me suis moi-même cherché aussi un petit peu et découvert, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis bien dans ce que je fais. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci Sylvain, j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup voyagé, merci. Merci Marine, et à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.